Billy, selon les anciens traités alchimiques de l'Inde, cet amphore renferme le grand génie, capable d'exaucer n'importe quel vœu, mais en échange, il prend les âmes et possède le pouvoir de détruire le monde entier. Nous l'avons trouvé dans la chambre au trésor d'un roi arapéen, sous Mohenjo-Daro, à côté des bijoux d'or les plus précieux, la prima materia, l'essence de tout ce qui existe. Je sais que cela ressemble à une pure absurdité, mais ce serait intéressant de procéder à une analyse chimique. Ça pourrait donner un bon article. Le professeur William Larrington contemplait l'ancien et lourd récipient avec un mélange de répulsion, de légère irritation et de curiosité, se remémorant les paroles de Robert Sanders, tout juste revenu d'une expédition dans la vallée de l'Indus. Une lutte féroce se déroulait dans son esprit entre des pensées contradictoires. Je n'ai rien de mieux à faire, moi, professeur à Cambridge, que de perdre mon temps avec des vieilleries moisies. Pourquoi devrais-je m'intéresser à cela alors que j'ai 2 articles à terminer, un rapport de subvention à présenter, une demande pour un nouveau projet à rédiger, et le plan de cours d'un module élargi à organiser. Et publier quelque chose sur des absurdités indiennes ne ferait que nuire à ma réputation. En plus, je ne peux déléguer cela ni à un assistant, ni à un technicien de laboratoire, ni à un étudiant, car il n'arrêterait pas de poser des questions, ce qui m'obligerait à tout faire moi-même. Et puis, ce truc pourrait être toxique ou contenir des agents pathogènes, ce qui nécessiterait des précautions particulières, et c'est une vraie corvée. Autant le mettre de côté et dire que je suis trop occupé. Non, Robert est mon meilleur ami depuis l'université et l'un des archéologues les plus renommés au monde. Je me dois d'honorer sa demande. Et enfin, et pourtant, je suis curieux de savoir ce que c'est réellement. C'est probablement juste quelque chose en décomposition, mais tout de même. Et si ce n'était pas le cas? Je suis tellement enterré sous cette routine de subventions, de projets et de cours sur les composés organométalliques que j'ignore quelque chose qui pourrait être extraordinaire et fascinant, comme s'il s'agissait d'un insecte gênant. Après tout, je suis un scientifique, un naturaliste. Finalement, la curiosité et le sens du devoir l'emportèrent sur ses doutes. Il fixa son regard sur l'écran, feignant de se concentrer sur un article décrivant une nouvelle méthode de synthèse de complexes de nickel, tout en planifiant ses prochaines étapes et en attendant d'être seul. En entendant un « à demain, Dr Larrington » de son assistant principal, Jim Brownie, le dernier à quitter le bâtiment, et en répondant machinalement « à demain », il se dirigea vers la salle spéciale dédiée au travail avec des substances particulièrement dangereuses et toxiques. Son expérience, des demandes de la police et des services de renseignement pour analyser des liquides ou des poudres suspectes, qui s'avéraient la plupart du temps être de simples farces, lui conférait des gestes automatiques et décontractés. De plus, l'automatisation lui épargnait des manipulations inutiles. Après avoir placé l'amphore dans une boîte hermétique en verre incassable et épais, les opérations suivantes se réalisaient en appuyant simplement sur des boutons, fixation sur le support, réglage de la découpeuse, ouverture du col de l'amphore avec son couvercle solidement scellé, prélèvement d'échantillons. La pipette plongea dans le récipient, puis se releva et déposa une grosse goutte verte dans le spectro-analyseur. Quelques secondes plus tard, les données de l'analyse apparurent sur l'écran. Quel mélange inhabituel d'amine et de sel. Un solvant assez intéressant, je pourrais l'essayer dans mes propres expériences. Mais qu'est-ce que c'est? Cela réagit avec l'environnement. La boîte est pourtant remplie d'azote, spécialement pour éviter les oxydations et réactions imprévisibles. Cela signifie qu'il y a des micro-organismes fixateurs d'azote. Mais pourquoi ce processus se déroule-t-il si rapidement? Peu importe pour l'instant, l'essentiel est ce qui est dissous ici. Voyons voir. Des acides aminés, ou plutôt des composés qui leur ressemblent, une combinaison inhabituelle intéressante. C'est étrange qu'à l'époque, quelqu'un ait pu synthétiser un tel système, bien que, bien sûr, avec ces anciens, on écrit beaucoup de choses étranges sur eux. Peut-être qu'ils avaient des plantes peu communes, dont ils extrayaient ces substances. Mais qu'ont à voir ici les génies et toutes ces absurdités? Bon, je vais enregistrer toutes les données sur la composition, et demain, j'en informerai Sanders. Dommage que le matériau semble se détériorer, mais qui aurait pu savoir qu'il craignait même l'azote? Réfléchissait Larrington en enregistrant les résultats de l'analyse spectrale. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Un problème avec le programme, une surtension ou... pensa-t-il frénétiquement après quelques secondes, observant les lectures qui fluctuaient sauvagement et montaient en flèche. Un instant plus tard, il tourna son regard vers l'objet d'étude. Il était verdâtre et translucide, mais à chaque instant, il se densifiait et s'étendait, remplissant tout l'espace du conteneur. Est-ce cela, le génie?
Peur, stupéfaction et fascination traversèrent brièvement son esprit, cédant rapidement la place à une réflexion plus pragmatique de chimiste. Réaction incontrôlée de substances organiques avec des micro-organismes potentiellement dangereux. Risque de fuite et de contamination, protocole de sécurité du laboratoire spécial, système automatique de neutralisation d'urgence, stérilisation immédiate avec une solution désinfectante suivie d'un traitement thermique. Il suffisait de se lever et de faire 2 pas jusqu'à la console de contrôle pour appuyer sur le bouton de stérilisation d'urgence. Larrington se leva d'un bond, mais la substance avait changé. Un corps serpentin s'élevait, surmonté d'une tête coiffée d'un turban qui oscillait de part et d'autre. Prosterne-toi devant la divinité. Une voix silencieuse, mais assourdissante à la fois, s'insinua dans son esprit, accompagnée de la sensation qu'une entité immense, sage et étrangère, scrutait et sondait sa conscience, essayant de contrôler ses pensées et ses mouvements. C'est insensé. Des hallucinations. Ne pas paniquer. Il suffit d'appuyer sur le bouton et de partir, pensa Larrington en se dirigeant vers le mur, tendant la main vers la console. Pardonne-moi, je t'ai confondu avec l'un de ceux avec qui j'ai parlé auparavant. Je sais ce que tu ressens et ce que tu comptes faire. Tu as peur et tu veux me détruire. Mais en faisant cela, tu mettras fin à la vie d'un être conscient. Qui suis-je, au lieu de tenter d'établir un contact? Après tout, tu es un scientifique et tu veux percer les mystères du monde. Je peux te révéler bien des choses fascinantes. Je ne souhaite nuire à personne. La voix qui envahissait son esprit était si nette que Larrington retira sa main du bouton rouge, se retourna et resta figé. Depuis la boîte, un visage translucide aux traits semblables à ceux d'Einstein l'observait. « Qui es-tu et que veux-tu » murmura Larrington, sa voix étranglée, bien qu'il formulât également cette question par la pensée. « Je suis un être emprisonné dans cet amphore. Les prêtres m'ont capturé sur l'ordre des dieux qui voulaient que la terre soit le théâtre de guerre et de conflits. Mais moi, je désire la paix et l'unité de tous les êtres vivants. Je sens que tout ici a changé. Je me suis réveillé et je veux vivre à nouveau. » Le visage verdâtre vibrait, parfois distordu, parfois esquissant un sourire. « Mais comment connais-tu Einstein » demanda le professeur, s'approchant un peu plus du conteneur. « Pardonne-moi. J'ai simplement observé ce qui est sacré pour toi. Là où je vivais auparavant, les gens croyaient en des dieux et des esprits tout-puissants. Maintenant, on les appelle des génies, mais ils ne croient plus en eux et adorent un autre dieu. » La substance verte se répandit dans tout l'espace du conteneur, puis se concentra pour adopter un visage dans lequel on devinait clairement les traits de Jésus. Cependant, toi, tu ne crois presque pas en lui. Tu vénères plutôt le grand travail auquel tu te consacres, ainsi que ses plus grands représentants. La substance se dilata et se contracta à nouveau, prenant une forme floue de Linus Pauling, puis de Dmitri Mendeleïev, avant de revenir à Albert Einstein. « Tu lis tout ce qui est dans mon esprit » s'exclama Larrington, troublé. Bien qu'il fût professeur de chimie, il considérait l'auteur de la théorie de la relativité comme le plus grand scientifique de tous les temps. Mendeleïev occupait la 2e place dans sa liste personnelle de génies, tandis que le lauréat américain du prix Nobel, Pauling, arrivait 3e. Solaris, le souvenir du célèbre roman de Stanisław Lem, traversa son esprit. « Oui, je peux savoir tout ce que tu sais. C'est pourquoi je te parle dans ta langue. » Le visage, toujours plus précis, fit une pause avant d'ajouter « Je comprends que cela puisse te mettre mal à l'aise. Tu as lu un roman, il s'appelle Solaris. C'est à cela que tu penses maintenant. Oui, je ressemble à ce qui y est décrit. Très bien, je ne fouillerai plus dans ta mémoire, à moins que ce soit nécessaire pour répondre à tes questions avec les mots qui te sont familiers. Parlons, il y a sûrement bien des choses que tu veux savoir. De quoi es-tu fait? Quelle est ta véritable forme? Furent les premières questions que la logique scientifique de Larrington formula dans son esprit. Je suis constitué de particules vivantes, semblables à ce que vous appelez bactéries. Mais à la différence de ces micro-organismes que vous connaissez, celles-ci sont connectées entre elles, quelle que soit la distance. Cela est possible grâce à une substance spéciale qu'elles sécrètent et à la radiation qu'elles émettent. C'est pourquoi je peux adopter n'importe quelle forme ou remplir n'importe quel espace. La réponse était claire et logique, comme si je répondais moi-même à la question d'un étudiant en classe. C'est une hallucination, peut-être que je parle simplement tout seul, pensa Larrington. Pourtant, il posa une nouvelle question. Qui étais-tu et que faisais-tu avant d'être enfermé dans l'amphore? J'ai été tout sur cette planète à 5 reprises déjà. Je connectais tous les êtres vivants depuis qu'on m'a amené ici. Je contrôlais les plantes, les animaux et les humains, jusqu'à ce que les dieux, ceux qui m'ont amené, décident que toutes les âmes et esprits devaient vivre séparés.
Dès lors, il m'était difficile de respirer, et les prêtres, obéissant à la volonté des dieux, m'ont enfermé et plongé dans le sommeil. Je sais qu'en ces temps, des conflits et des troubles émergeaient, car les âmes perdirent leur unité. Parfois, on me réveillait par accident, et j'aidais ceux qui me trouvaient. Mais je sentais que mon heure n'était pas encore venue, alors je retournais dormir jusqu'à ce que les dieux jugent que le monde devait s'unir à nouveau. Je ne suis pas le seul, il y a d'autres récipients comme celui-ci cachés dans le monde. Tu m'as réveillé, mais je ne sais pas encore s'il est temps de sortir, ou s'il est encore trop tôt. Dis-moi, que désires-tu ? Je peux exaucer tous tes souhaits. Les pensées qui envahissaient en son esprit provoquaient une étrange combinaison de mélancolie, de curiosité, d'inquiétude et de somnolence qui commençait à le gagner alors qu'il restait au milieu de la salle de laboratoire, contemplant l'image floue d'Einstein, assimilant les informations reçues, sans oser répondre. Plongé dans des réflexions sur des questions existentielles, il se sentait totalement démuni face à l'idée de formuler un souhait personnel. Pourtant, il percevait clairement que quelque chose s'insinuait dans son esprit, cherchant une réponse. Être le maître du monde, décider du destin des autres, possédant un savoir secret et contrôlant la matière. Prendre n'importe quelle forme, apparaître devant les puissants et leur donner des ordres. Non, tu ne veux pas cela. Peut-être alors veux-tu être riche, immensément riche. Je peux t'apprendre à faire de l'or. Regarde. Larrington était à peine conscient de l'origine de ces mots et de ces images. Il se trouvait dans un laboratoire, mais pas celui-ci. Celui-ci était sombre, lugubre et ancien, enveloppé d'une brume verdâtre. Il mélangeait des liquides, y dissolvait une poudre. Il essayait de comprendre la composition, mais d'étranges noms traversèrent son esprit avant de s'évanouir aussitôt, tandis que la brume pénétrait la solution, tourbillonnait et bouillonnait, puis le liquide jaunâtre s'évaporait, se dissolvant dans l'air, et au fond scintillaient des lingots d'or, des étoiles à 5 et 6 branches, des spirales, des triangles et des formes inimaginables, comme celles qu'il avait vues dans un film sur la magie et l'alchimie médiévale. Non, non, à quoi me servent les secrets anciens si je ne peux pas les présenter aux autres ? Bien sûr que je veux étudier cette chose et ses propriétés, savoir ce que c'est et d'où elle vient, mais moi, je veux vivre en société, être une personne reconnue et respectée. Si seulement je pouvais faire une découverte digne d'un prix Nobel, et le recevoir, mais pas pour l'argent, plutôt pour la gloire et la possibilité de continuer à me consacrer davantage à la science. Et puis, bon sang, le principal, ce n'est pas ça, mais plutôt la famille, les enfants, la possibilité de passer du temps avec eux, lire un bon livre ou regarder un film intéressant, ou même partager un verre de vin ou une bière avec des collègues. Cette pensée le sortit de sa transe, comme un rayon de lumière traversant un rideau brusquement tiré. Tu es différent. Ceux qui m'ont réveillé avant toi voulaient Yohan de l'or, des connaissances magiques et un pouvoir secret. Bien que, non, il y en ait eu quelques-uns comme toi. Mais cela remonte à très longtemps, à l'époque où les dragons parcouraient encore le ciel et où d'énormes créatures peuplaient la terre, si grandes que les humains ne leur arrivaient qu'aux genoux. Je comprends ce que tu désires. Très bien, cela sera exaucé. Il se trouvait dans une immense salle pleine de personnes vêtues de smoking élégants et de robes de soirée. Il pensait avec satisfaction à l'événement qui allait se dérouler, au passé récent et à ses projets pour l'avenir. Je vais devoir créer un fonds spécial pour promouvoir l'application de ma découverte en agriculture. Je m'occuperai moi-même de développer une série de nouveaux médicaments et je refuserai catégoriquement toute collaboration avec les militaires. En fait, dans mon discours, je mettrai en garde contre ce danger. Pensait-il également à sa femme Catherine, à son fils Gérald, âgé de 15 ans, et à la petite Mary, qui venait de naître et avec qui Catherine était restée à Cambridge. Le prix Nobel de chimie de l'année 2023 est décerné au professeur de l'université de Cambridge, William Larrington, pour sa découverte d'un biocatalyseur universel permettant la transformation accélérée de composés organiques. Une voix solennelle le tira de ses pensées, l'invitant avec fierté à se diriger vers le sommet de sa carrière scientifique. Il avait travaillé des années pour arriver à cet instant, depuis qu'il avait découvert l'effet de conversion catalytique des acides organiques en hydrocarbures. Comment avait-il réussi à découvrir ce catalyseur unique ? En répondant aux questions des journalistes, il disait que cette découverte était le fruit de nombreuses tentatives et erreurs. Non, bien sûr, il pouvait dire la vérité que l'idée de tester cette enzyme modifiée dans la synthèse de pétrole était purement accidentelle, mais pourquoi le ferait-il ? Qu'est-ce que cela changerait dans la science et dans le monde, à part créer un autre joli mythe comme celui de la pomme de Newton, diminuer son prestige et encourager les jeunes scientifiques à croire au miracle au lieu de valoriser le travail acharné. En plus, cela ne serait pas totalement vrai, car il n'était pas sûr que cet accident du premier essai en fût vraiment un.
lorsqu'il était resté tard dans le laboratoire. Qu'est-ce qui l'avait poussé à rester et à tester cette substance qui en réalité était un résidu d'une autre expérience et devait être éliminée le lendemain? Il se sentait incapable de répondre à cette question, et chaque fois qu'il repensait à ce jour-là, une sensation inexplicable d'inquiétude l'envahissait. Car il se souvenait à peine comment il avait mené ce premier essai, comme s'il avait été très ivre, ou peut-être avait-il réellement bu. Tout semblait enveloppé dans une brume. Mais qu'importe maintenant. Il préférait se concentrer sur ce qui s'était passé après, la publication, le brevet, la sensation mondiale, l'amélioration du catalyseur, le progrès des technologies de carburant synthétique, la renommée, et enfin, il ne restait plus que quelques pas avant le triomphe total. Il se dirigeait vers l'immense lettre N bleue au centre de la salle de l'hôtel de ville de Stockholm, et de l'autre côté, Sa Majesté le roi de Suède, tenant la médaille et le diplôme. Oui, mais pourquoi semblait-il si étrange? Il était censé être plus âgé? À quoi était-il censé ressembler? Pourquoi voulait-il lui serrer la main? Mais cette main était verte, et en réalité lui. Non, oh, oh! Qu'arrive-t-il à la salle? Pourquoi se rétrécit-elle et s'obscurcit-elle jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le laboratoire, le panneau de commande de la boîte, et cette chose, verte et semi-transparente? Son tentacule s'étendit vers la main droite de Larrington qui touchait la vitre, tandis que la gauche... Non! Oh! Larrington retira son doigt du bouton d'ouverture de la boîte et recula, se libérant enfin de l'envoûtement qui s'était emparé de lui. « S'il te plaît, laisse-moi sortir, je réaliserai n'importe lequel de tes 3 vœux. » La supplique envahissait son esprit, provoquant une douce euphorie, semblable à la somnolence qui suit un repas copieux et délicieux. Mais en regardant le conteneur, cette sensation se transforma en une peur glaciale, comme celle que l'on ressent en découvrant qu'un des plats était empoisonné. La masse verte palpitait et changeait constamment de forme, adoptant tour à tour l'apparence de sa mère, décédée 3 ans plus tôt, de sa femme, de son fils Gérald, de Sa Majesté, du Premier ministre, d'Einstein. Faisant un effort pour se tourner, Larrington tendit la main vers le bouton rouge marqué « Stérilisation ». Un simple geste, et tout se terminerait en quelques minutes, dissous dans un bain impitoyable de chlore. « Stop! Mais qu'est-ce que je fais? C'est un être vivant, conscient. Ouais, il interagit avec moi, il joue, et moi, je veux le détruire. Bon sang, c'est exactement ce qu'ils font dans les films d'horreur comme Alien. Mais moi, qui serais-je après cela? Pourquoi? Non, je ne vais pas le libérer, mais je veux comprendre. Que veut-il? Que veux-tu? Demanda-t-il, la voix tremblante, et la tête encore tournée par le vertige, en se retournant vers l'objet de son étude. Aucune réponse. La masse verte redevint amorphe, ondulant sans but derrière la vitre, changeant de couleur. Elle devint brune, puis jaunâtre, parcourue de stries violettes. Que faire? Attendre mes collègues et leur montrer cela demain matin? Rendre cette découverte publique? Oui, oui, bien sûr, attends un peu. Tu deviendras célèbre et tu changeras le monde. La pensée étrangère résonna en écho dans son esprit. Larrington réalisa que sans cette confirmation extérieure, il aurait probablement fait exactement cela. Mais maintenant... Bon sang, c'est louche. Après tout, il essayait de m'hypnotiser il y a un instant. Qui est-il vraiment et pourquoi est-il apparu dans ma vie? Sanders. Bien sûr, mon ami Robert Sanders, professeur d'archéologie, je dois l'appeler. Décida Larrington en quittant le laboratoire et en sortant son téléphone portable. Il n'eut pas à attendre longtemps son collègue. Robert vivait à seulement 10 minutes de l'université. Il entra précipitamment dans le bâtiment, les cheveux en désordre et la chemise mal boutonnée, et fixa Larrington avec une expression mêlant impatience, enthousiasme et une pointe de scepticisme scientifique qui pouvait se traduire par « Mon ami, serais-tu devenu fou au point de voir des choses là où il n'y en a pas ?» Quand ils entrèrent dans le laboratoire, la boîte était emplie d'un brouillard blanchâtre. Après quelques minutes à observer la vapeur ondulante, les 2 scientifiques échangèrent un regard stupéfait. « Et c'est tout ?» murmura Sanders. « C'est tout ce que tu voulais me montrer, m'arrachant à mes obligations familiales à cette heure tardive avec des histoires de fantaisie ?» lisait-on dans son expression. « Bob, mais je... Il y a à peine un instant... » balbutia Larrington, rougissant de honte, et s'arrêta, se rendant compte que répéter l'histoire qu'il avait racontée à son ami 21 minutes plus tôt, sur le visage vert d'Einstein et le dialogue mental avec une entité inconnue, serait difficilement accueilli avec compréhension et ne ferait que renforcer les doutes de Robert sur sa santé mentale. Il se rendait compte qu'il n'était même pas sûr que ce qui s'était passé était réel et non une hallucination ou un simple rêve,
et dans le fond de son cœur, il souhaitait que ce soit le cas pour pouvoir rapidement oublier cette vision. « Je ne sais pas, mais c'est quelque chose de très intéressant. Je n'avais jamais vu d'analogue d'acide aminé comme ceux-là, dit-il, en se tournant vers le spectro-analyseur. D'abord, il ne crut pas ce qu'il voyait, mais ensuite il resta figé, paralysé par la stupéfaction qui se transforma en panique. « Nom de Dieu! C'est de l'acide fluorhydrique. Concentré, ça dissout le verre. Il veut s'échapper !» cria-t-il. Sanders recula, le regardant avec un mélange de confusion, de soupçon et d'incrédulité. « Merde! Hydroxyde! Une solution d'ammoniac. Il doit y en avoir ici !» s'écria Larrington frénétique, en cherchant le bouton pour l'injecter dans la boîte. Mais il s'arrêta net en entendant le cri déchirant de Sanders. De l'autre côté du verre, une tête blanche, sur un cou serpentin et flou, les fixait. La créature, qui ressemblait à un immense serpent ou dragon, projetait un jet de liquide fumant qui faisait onduler et amincir le verre. Quelques secondes de retard furent fatales. Au moment où Larrington appuya sur le bouton et où la solution d'ammoniac inonda la chambre, une fissure se mit à serpenter sur le verre et une goutte de liquide apparut à sa surface. Une fraction de seconde plus tard, elle devint verdâtre et commença à s'étendre, glissant lentement vers le sol. « Bob, c'est quoi cette chose ? C'est toi qui as sorti ça et étudié les traités alchimiques. Quels foutus sortilèges peuvent l'arrêter ?» hurla Larrington, hystérique, en attrapant Sanders par le col, oubliant totalement la rationalité scientifique et la courtoisie. « Je ne sais pas. J'ai lu que c'est un génie. Il peut vivre éternellement dans son élément préféré, mais si on le libère, il peut prendre le contrôle de l'esprit d'une personne et conquérir le monde, » balbutia Sanders. « Mais ça, ce n'est qu'une légende, un mythe, une histoire. »« Une histoire, ça aussi, c'est une histoire », s'écria Larrington en montrant la masse palpitante et bouillonnante, d'où s'étendaient des tentacules vert sale dans toutes les directions, tandis qu'une vapeur rose jaunâtre s'élevait. L'odeur d'ammoniac emplissait la boîte, neutralisant l'acide et s'échappant par la fissure. Et avec elle, un parfum étrange, un mélange d'encens oriental, à la fois doux, amer et rance, comme s'il provenait d'un vieux coffre oublié. « Sortons vite, il faut sceller le laboratoire. » Larrington tira Sanders, qui tremblait et semblait à demi inconscient, vers la sortie, mais celui-ci s'arrêta soudain et commença à résister. L'expression de terreur sur son visage fut remplacée par un sourire rêveur, et fermant les yeux, il murmura « Attends, je vois ce que j'ai toujours voulu savoir. Comment ils ont construit les mégalithes, les pyramides en Égypte et au Mexique. C'est lui qui... Viens, vite, tu veux tous nous condamner ? Bordel, tu vas nous ruiner. » Larrington, profitant de sa plus grande taille et de sa force, traîna Sanders jusqu'à la porte et le poussa dans la salle adjacente, refermant derrière eux la lourde porte sous pression. « Quoi d'autre ? Qu'as-tu lu sur cette chose ? Comment la stopper et l'enfermer à nouveau ?» Il secoua Sanders, mais l'archéologue semblait ne pas l'entendre et continuait à marmonner. « C'est incroyable. La véritable histoire n'était pas celle que l'on croyait, la technologie pour transporter et adoucir les pierres. Une civilisation antérieure était plus avancée que la nôtre. Mohenjo-Daro a été détruite avec des armes nucléaires pour l'arrêter. Et avant cela, des reptiles et oiseaux intelligents. Je vois. Je dois écrire ça. Cela va changer l'histoire de la science. »« Des armes nucléaires, » murmura Larrington, un frisson parcourant son échine, tandis qu'il essayait de tirer des paroles incohérentes de son collègue quelque chose de pertinent pour résoudre le problème. « Non, non, ce n'est pas possible. Dans les légendes, on peut renvoyer un génie dans sa bouteille. Il peut vivre éternellement dans son élément. Éternellement dans son élément. Son élément préféré. J'ai la composition. » L'idée qui surgit dans son esprit était simple, claire et puissante, comme tout véritablement grand raisonnement scientifique. Ignorant Sanders, qui marmonnait et griffonnait frénétiquement sur une feuille, Larrington alluma l'ordinateur. Pendant que le système démarrait, il enfila un masque à gaz et en plaça un autre sur son collègue. Mot de passe. Accès au réseau local. Connexion à l'ordinateur du laboratoire adjacent. Résultat de la dernière analyse. Solvant, composant, aniline, acide benzoïque, diphénylamine. Ce sont des substances communes et accessibles. Je peux synthétiser ce mélange maintenant. Pensa le professeur en se précipitant vers l'armoire des réactifs organiques. Le travail, sous la hotte d'aspiration, touchait presque à sa fin. Il ne restait qu'à attendre que le mélange soit complet et à ajouter les 2 derniers composants. Une vapeur gris-verdâtre emplissait lentement la pièce. Était-elle entrée avec eux, dès le début, peut-être, ou après? Quelle importance!
Il n'avait aucune envie de regarder l'écran affichant le laboratoire adjacent et la boîte de sécurité. Rien que cette idée lui soulevait le cœur. Pas plus qu'il ne voulait passer d'appel. Que dire? La substance primordiale s'est échappée et s'apprête à dévorer la planète. Il faut immédiatement isoler la ville du monde extérieur et, si ce n'est pas possible, lancer une bombe nucléaire. Cela ne servirait à rien. Cela ne ferait qu'entraîner des millions de victimes innocentes. Un autre professeur devenu fou, une cellule capitonnée. Et ensuite, il pouvait clairement voir comment se propageait déjà dans l'air et le système d'égout. En quelques heures, cela atteindrait la mer et le surlendemain, cela s'étendrait à tout l'océan et l'atmosphère. Son nouvel habitat, ou plutôt son ancien habitat, comme il l'avait été plusieurs fois il y a des millions d'années, dans les intervalles entre les mondes connus et inconnus. Et tous les êtres vivants changeraient. Ils ne feraient qu'un, sombreraient dans un sommeil profond et obéiraient. Les âmes rêveraient des rêves des plus agréables, où les désirs les plus profonds seraient exaucés. Des rencontres, de l'amour, du plaisir, leurs films préférés, les lieux les plus magnifiques, et les corps, emplis d'une antique force unificatrice, commenceraient à détruire l'ancien. Un mois s'écoulerait, et la brume verdâtre, sale, composée d'acides, de bases, d'enzymes et de micro-organismes en constante mutation, commencerait à décomposer rapidement tout ce qui avait été créé pour soutenir la vie civilisée. Des foules de corps, inconscientes de leurs actes, participeraient à cette destruction, volant et abattant des bâtiments. 100, 200, peut-être 300 ans passeraient, et il ne resterait rien, sauf les dernières ruines se désintégrant dans un tourbillon de végétation exotique, une brume, et des constructions cyclopéennes nécessaires pour se connecter à ceux qui avaient amené, c'est là, ici, l'unique et l'éternel. Tout se décide ici, maintenant. Soit cela retourne à son élément, soit de la bière, ma préférée, et du whisky, beaucoup. Où sont-ils? Mais peu importe, ils sont en moi, je le ressens. C'est si bon, si agréable, je pourrais simplement m'asseoir et rêver de Mary, avec qui je sortais en première année. Elle est là, à mes côtés, et je la désire, et elle me désire. Non, non, ma femme s'appelle Catherine, j'ai un fils, Gérald, et Catherine est enceinte, sur le point de donner naissance à notre deuxième enfant. Ils m'attendent, tout comme les étudiants à qui je dois enseigner demain, et moi je suis ici, avec Mary. Pourquoi elle était verte, et sans si étrange. Et je ne suis pas sur un canapé avec elle, mais qu'est-ce que je fais? Non! Sortant du sortilège collant de la rêverie, Larrington vit la silhouette transparente d'une femme ondulant au-dessus du flacon, contenant le mélange bouillonnant, puis disparaissant lentement dans la brume qui avait déjà envahi tout le laboratoire. Incroyable! Tous les secrets de la 5e dynastie, marmonnait Sanders d'une voix nasillarde derrière son masque protecteur, assis près de la table, les yeux fermés, traçant des traits sur une feuille de papier avec son crayon. L'environnement, il doit être inerte, absolument inerte. Pas d'azote, mais de l'argon. Connecter le réservoir à la chambre de réaction. Lancer la purge, puis introduire les derniers composants. Préparer un flacon hermétiquement fermé. La capacité de raisonner clairement revenait, et le plan qu'il formait le poussait à agir, tandis que ses mains se souvenaient des gestes autrefois si familiers, et qui, ces dernières années, étaient devenus des tâches routinières confiées aux assistants, étudiants et techniciens de laboratoire. En quelques minutes, la solution était prête. Larrington ouvrit légèrement la hotte aspirante, mais le flux d'argon lourd continuait de protéger le contenu du flacon de l'air ambiant. Tout cela, probablement, arrive trop tard et n'a aucun sens, pensa le professeur, juste avant que la brume qui enveloppait le laboratoire ne commence à bouger. Près de la vitre légèrement ouverte de la hotte, un petit tourbillon verdâtre apparut et commença à tourner furieusement, augmentant rapidement en intensité. La brume se désintégrait en amas dispersés qui changeaient constamment de forme et de couleur, révélant dans leurs contours flous des figures rappelant des humains, des dinosaures, des oiseaux, des serpents, des arbres et d'étranges formes géométriques. Ces formes devenaient de plus en plus denses, tourbillonnant dans de petits vortex semblables à des disques, absorbés ensuite par le vortex principal. La paroi séparant la pièce de la salle spéciale adjacente tremblait sous l'effet de la pression extérieure. Larrington appuya sur un bouton, et dès que la lourde porte commença à s'ouvrir avec un sifflement, le flux de substances vertes s'y précipita. Malgré le masque à gaz, respirer devenait difficile, sa gorge s'irritait et une vapeur s'échappait de ses narines. « Je veux aller dans un endroit où il fait toujours chaud et où l'on se sent bien. »
Pourquoi s'étendre, se diviser, créer et explorer alors qu'on pourrait être éternellement un et rêver de rêves agréables, de tout ce qu'on a déjà vu, consommé et créé. Il y a eu tant. Je suis rassasié et fatigué. La pensée étrangère emplissait son esprit, provoquant à la fois une peur intense et l'envie d'abandonner toutes les préoccupations pour la suivre. Quand toute la brume se fusionna avec le vortex principal, Larrington retira les masques à gaz, le sien et celui de Sanders. Un instant plus tard, les deux hommes furent pris d'une violente quinte de toux, expulsant de leur corps une substance amère qui, s'assemblant en deux petits vortex, s'éleva rapidement pour rejoindre la masse principale. Le vortex se compressait et diminuait de taille, virant au gris, puis au rouge brunâtre, avant de reprendre une teinte verte. Finalement, il se transforma en une sorte de petite toupie et glissa sous la hotte aspirante. Après avoir tournoyé un moment entre les flacons de réactifs et les ustensiles de laboratoire, il s'immobilisa au-dessus du flacon contenant la solution, puis s'y introduisit lentement. « Que penses-tu qu'on devrait faire avec ça ? Évidemment, je pourrais le mettre dans un autoclave à haute température ou un stérilisateur, mais c'est une entité consciente. Sinon, je pourrais le montrer au monde et commencer à l'étudier en prenant toutes les précautions nécessaires, bien sûr. Et établir un contact. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi, étant si intelligent, il ne semble pas craindre d'être complètement sous notre contrôle maintenant, réfléchit Larrington, en observant le flacon scellé contenant la substance d'un verre sombre. Billy, tu ne penses pas qu'il est simplement ivre ? Comme moi, il y a une demi-heure. Probablement que cette solution est pour lui comme une bouteille. Non, plutôt une baignoire ou une piscine de whisky ou de drogue pour nous. Tu sais, on devrait peut-être faire ce que disent les légendes, renvoyer le génie là d'où il vient. Emballe-le dans quelques couches hermétiques de plus, puis on le coule dans la mer ou on l'enterre quelque part, proposa Sanders en contemplant l'objet avec fascination. Je ne sais pas. Après tout, cela pourrait aussi être une bombe à retardement, peut-être plus dangereuse qu'une arme thermonucléaire. Mais peut-être est-ce justement cela qui a généré la vie, puis la préserver lors des catastrophes globales. J'ai besoin de réfléchir, répondit Larrington hésitant. Billy. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est ? Sanders désigna la fenêtre éclairée par une lueur rose. Une odeur de brûlé emplit l'air, et à travers les stores, accompagnée d'un courant d'air froid, une sphère lumineuse pénétra dans le laboratoire. Brillant de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, la sphère tourbillonna au-dessus des têtes des deux professeurs, qui s'étaient réfugiés dans un coin avant de se diriger vers la hotte aspirante. Elle traversa la vitre, laissant derrière elle un trou fondu. La sphère fit le tour du flacon, adoptant une teinte vert tendre, comme celle d'un printemps naissant. Puis, en s'étendant et en émettant un léger crépitement, elle s'approcha à nouveau des scientifiques. Après avoir décrit un cercle comme un adieu au-dessus d'eux, elle retourna vers la fenêtre et disparut dans le ciel nocturne chargé de nuages. Une autre expérience s'est achevée. Une pensée froide, distante et entièrement étrangère traversa simultanément les esprits de Larrington et Sanders, qui observaient la scène avec un air hébété.